Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous. C'est votre présence, c'est votre engagement, c'est votre assiduité qui donne sens à ce travail. Et c'est grâce à vous, et surtout avec vous, que nous avançons pas à pas dans cette grande aventure que propose le chemin de la conscience. Ensemble, nous cherchons à faire tomber les murs du séparatisme en dépassant nos égoïsmes, en dépassant nos luttes d'ego, pour investir un espace de plus grande adelphité. Ce soir, avec ce 11e temps des cycles de l'être, eh bien, nous ouvrons un nouveau chapitre intitulé « La fusion créatrice ». Nous entrons en effet dans le champ magnétique du Scorpion, ce grand alchimiste du zodiaque qui nous invite à plonger dans les profondeurs de l'être pour y débusquer ce qui attend d'être reconnu, transmuté, puis offert. Et c'est un voyage qui nous appelle à transformer les ombres en lumière, les résistances en élan pour avancer toujours plus loin sur le chemin du service. Alors rappelons pour éclairer ce qui va suivre que la roue du zodiaque peut se lire à différents niveaux. Sur un plan global, nous pouvons avoir une lecture symbolique des énergies zodiacales en tant que représentation de l'évolution de la conscience humaine au fil de ses multiples vies. Ainsi, une personnalité en conscience individuelle est en conscience lion. Une autre qui commence à découvrir l'âme, les valeurs collectives et la dualité qui en découle est en conscience vierge. En conscience balance, les relations entre l'âme et la personnalité tendent à s'équilibrer. Et enfin, en conscience scorpion, eh bien, l'âme domine la personnalité. Cette lecture symbolique du zodiaque présente le long chemin d'évolution de la conscience. En effet, le passage d'un âge de conscience à un autre ne se fait pas en une seule vie, mais nécessite plusieurs incarnations. Et puis, à un autre niveau, une autre manière de lire les énergies zodiacales consiste à les considérer comme des forces cosmiques qui baignent la Terre et l'humanité. Nous tous, autour de ces conférences, nous pourrions considérer que nous sommes généralement en conscience vierge ou au début de conscience balance. Et la ronde des énergies que nous étudions est une feuille de route qui permet à notre niveau d'utiliser les énergies mois après mois en fonction de notre âge de conscience, vierge ou balance, pour mener à bien les projets que nous servons, qu'ils soient personnels, collectifs ou spirituels. Et plus notre conscience s'éveille, et plus nous pouvons mobiliser ces énergies avec discernement. Alors ces précisions apportées, revenons à notre ronde annuelle. Le mois dernier, avec les énergies balance, nous avons mis l'accent sur la détermination et sur la cohésion, en insistant sur la nécessité de les incarner avec justesse. Et nous avons vu que c'est par l'alignement entre ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, que naît une véritable cohérence qui donne sens et profondeur à nos choix, comme à nos actions. Et c'est sur cette note que nous avons abordé l'automne, 4e saison du cycle annuel, qui invite à intégrer pleinement les expériences vécues au cours de l'année pour en tirer une réelle compréhension et en éprouver les effets transformateurs au quotidien. Alors le travail effectué en balance nous invite à instaurer un nouveau rapport entre la personnalité et l'âme, entre soi et les autres, même si les mutations restent parfois imperceptibles. Et ce lien naissant tend cycle après cycle à affaiblir la domination de la personnalité au profit d'une plus grande place faite à l'âme. Et c'est ainsi que progressivement, ce nouvel équilibre a pu générer de plus justes relations et nourrir le travail que nous avons engagé depuis le début de l'année. Aujourd'hui, c'est avec cette période d'intégration que nous pouvons percevoir les effets de ce que nous avons collectivement travaillé. Alors à présent, au cœur de l'automne, les énergies scorpions nous invitent à progresser davantage
sur ce chemin d'évolution en donnant plus de poids à la présence de l'âme. Toutefois, pour éviter toute dérive mystique, comme le rejet du monde des formes ou l'abandon des responsabilités créatrices liées à l'incarnation, il est essentiel de trouver un équilibre préalable entre l'âme et la personnalité. Et c'est pourquoi, auparavant, la balance invite à réaliser un plus juste rapport entre ces deux pôles de la réalité humaine. Et ce n'est que lorsque ce juste rapport se construit, lorsque la complémentarité de ces deux aspects a été reconnue, que la transmutation propre au Scorpion peut véritablement s'opérer. Ce signe peut être ainsi un tournant décisif dans la vie de tout individu en évolution. Et c'est pourquoi, comme nous allons le voir, son rôle est de fournir des points de crise et des moments de réorientation. Alors, quelles sont les énergies du Scorpion? Parmi les 12 signes du zodiaque, le Scorpion occupe une place singulière, souvent redoutée, parfois mal comprise, mais toujours essentielle. Signe de mutation, de profondeur et de vérité intérieure, il agit un peu comme un moteur de transformation dans le grand cycle de l'année zodiacale. Étudier les énergies Scorpion, c'est s'ouvrir à la compréhension d'un processus de dépouillement, de mort symbolique et de renaissance intérieure qui ne laisse rien intact et révèle l'essentiel qui cherche à poindre. Alors avant d'aborder ces qualités spécifiques, il est utile de le replacer au sein des rythmes ternaires, quaternaires et sénaires qui structurent le cycle annuel. Parce que sa place dans la ronde zodiacale parle déjà de son rôle, de sa fonction et du type d'engagement qu'il demande. Alors tout d'abord, dans le rythme ternaire, inhérent à chaque saison, eh bien ce signe se trouve au milieu de la phase d'intégration. Et comme pour tous les signes de milieu de saison, cette position entraîne des répercussions importantes sur le plan émotionnel. Ce qui vaut au Scorpion la réputation de signe exigeant, voire difficile. En effet, dans cette position médiane, les acquis doivent être assimilés en profondeur. Et les résistances intérieures surgissent alors souvent avec force. Ce travail d'intégration entraîne une mobilisation émotionnelle qui incite à la transformation et à l'épuration. Par ailleurs, dans le rythme quaternaire, le Scorpion est un signe d'eau. Et comme tous les signes d'eau, il implique un processus de mort et de renaissance, un changement d'état profond. Ce mouvement de transmutation suppose un renoncement qui invite à laisser derrière soi ce que la personnalité croit essentiel, au profit d'engagements plus profonds, nourris par une conscience élargie, plus vaste et plus inclusive. Mais cette traversée ne se fait pas sans douleur, parce qu'elle implique une dépossession du moi, un dépouillement des illusions auxquelles on reste attaché. Enfin, dans le rythme sénaire, c'est-à-dire dans la logique des polarités zodiacales, le Scorpion se présente comme l'opposé complémentaire du Taureau, signe que nous avons présenté comme le sommet spirituel de l'année. Le mois du Taureau est en effet traversé par une intensité énergétique particulière. Les énergies disponibles à cette période imprègnent subtilement les consciences de tous ceux qui se rendent réceptifs à ce rayonnement, pour que l'humanité dans son ensemble puisse en bénéficier. Et 6 mois plus tard, le Scorpion manifeste cette même puissance. Et ce que nous avons perçu, même inconsciemment, à la pleine lune du mois de mai, demande à être intégré et agit comme un ferment de crise. Ce qui a été semé au printemps se confronte à l'épreuve de vérité. Sommes-nous prêts à transformer notre vie pour incarner ce que nous avons pressenti? Parce que ce que nous avons contribué à mettre à la disposition de l'ensemble, en Taureau, ne peut que bousculer tous les establishments, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Alors comme nous le voyons, ces trois angles d'approche selon les rythmes du zodiaque révèlent déjà l'importance des mutations que l'énergie Scorpion peut susciter en chacun. Il ne s'agit jamais de changements anodins, mais de transformations intérieures qui engagent tout l'être. C'est pourquoi le Scorpion, dans sa dimension évolutive, ne peut être abordé à la légère. Il exige engagement, sincérité et surtout le courage d'affronter sa part d'ombre. Alors poursuivons maintenant en nous intéressant aux rayons à l'œuvre dans ce signe. Nous éclairons davantage sur la nature des énergies de transformation. Deux rayons d'énergie œuvrent de manière active dans le Scorpion. Le rayon 4 d'harmonie par le conflit et le rayon 6 d'idéalisme et de dévotion. La cohabitation de ces deux énergies fait de ce signe un champ de transformation exceptionnel. Commençons par le rayon 4. À son niveau le plus abstrait, la constellation du Scorpion, tout d'ailleurs comme son signe opposé complémentaire, le Taureau, transmet à notre système solaire l'énergie du rayon 4, qui agit comme un pont entre le plan et sa concrétisation jusque sur le plan physique. Dans le cycle annuel, le passage par le Taureau nous invite à nous ouvrir à l'abstrait. Et c'est en Scorpion que l'appel devient mise en œuvre concrète. Il s'agit alors de plonger au cœur du plus dense pour incarner ce qui a été perçu en Taureau. Alors comme pour toutes les paires zodiacales opposées, une même énergie essentielle est à l'œuvre, mais elle s'exprime là sous des modalités différentes. Ainsi, l'axe Taureau-Scorpion soutient de manière particulièrement puissante le processus de transformation de la conscience humaine. Et ce, d'autant plus qu'il existe une correspondance symbolique entre le rayon 4 et le quatrième règne de la nature, celui de l'humanité. Ce parallélisme numérique et qualitatif souligne le rôle médiateur de l'humanité dans le grand processus évolutif planétaire. Sur ce chemin de transformation intérieure, le rayon 4 imprègne le sentier du disciple. Il place l'être en tension spirituelle constante, l'invitant à une mutation intérieure, non pour lui-même, mais pour servir au mieux. Mais cette alchimie intérieure ne peut s'accomplir sans l'impulsion du rayon 6 porté par la planète Mars, qui confère la force d'engagement, le courage d'affronter, la volonté de ne pas reculer devant les exigences parfois douloureuses de la transformation. Ainsi, l'axe Taureau-Scorpion, habité par le rayon 4 et soutenu par la force martienne du rayon 6, devient un axe initiatique majeur. Il enseigne à recevoir la lumière, à descendre dans l'ombre pour la transformer, et à faire de cette tension le levier d'un engagement au service du vivant. Alors que peut-on en dire de plus de Mars, porteur du rayon 6 d'idéalisme? Nous avons déjà rencontré cette planète en Bélier, où elle insuffle à la personnalité une énergie dynamique qui pousse à l'action constante. Et dans ce cas, Mars révèle les aspects inférieurs du rayon 6, qui incitent l'individu à agir et à s'affirmer avec force sur le plan extérieur. En Scorpion, cette énergie se déploie avec une intensité beaucoup plus complexe, parce que Mars, dans ce signe, régit à la fois l'âme et la personnalité. Et si les effets qu'elle suscite varient selon le niveau de conscience de ceux qui la ressentent, ils convergent tous vers une même dynamique, qui est une quête exigeante d'idéaux à incarner, portée par une détermination farouche pour les mener à bien. Sur le plan personnel, les idéaux impulsés par Mars prennent d'abord une forme concrète, parfois même teintée d'un égoïsme fortement marqué par les désirs ou les engagements exclusivement centrés sur le moi. Mais à mesure que la conscience s'élève,
ses idéaux s'affinent, deviennent plus impersonnels, porteurs d'une vision intérieure plus vaste et plus inclusive. Mais pour bien comprendre cette évolution de Mars, il est peut-être d'abord nécessaire de saisir, ne serait-ce qu'en partie, le but des énergies à l'œuvre dans le Scorpion. Alors, le Scorpion est un signe profondément initiatique dont le but fondamental est l'unification intérieure. Ce processus est guidé par l'action conjointe des rayons 4 et des rayons 6, tous deux au service du rayon 2, celui de l'amour-sagesse, archétype de la conscience unifiée. Le rayon 6 insuffle l'élan dévotionnel, la quête passionnée d'un idéal supérieur. Il pousse l'être à s'unir à un autre, à une cause ou à une vision spirituelle. Cette énergie suscite l'aspiration, la ferveur, la volonté de transcender les limites de la condition humaine pour toucher un but. Mais si le rayon 6 propulse vers l'ailleurs, le rayon 4 est là pour révéler les dissonances intérieures, les résistances, y compris celles qui se cachent sous les apparences. Et grâce à lui, l'individu est invité à descendre dans ses profondeurs, à contacter ses ombres, pour découvrir la lumière cachée des paradoxes au sein desquels il se débat. Ainsi, quand le rayon 6 élève vers les hauteurs, le rayon 4 lui ordonne de descendre dans les profondeurs. Car seule une élévation qui prend en compte l'ombre peut conduire vers la vraie lumière. Le Scorpion est donc ainsi le signe des passages, le signe des morts symboliques et forcément des renaissances. Il appelle à lâcher des illusions, à abandonner des attachements, à accepter les effets d'un feu transmutateur. Il exige de faire face à l'inconnu en soi, à la peur, au désir, à l'attachement qui sépare toujours de l'ensemble. Ce chemin difficile mais lumineux, c'est celui du disciple qui accepte de se désidentifier de ce qui se sépare pour rejoindre l'unité. Et c'est là le but occulte du Scorpion. L'unité trouvée à travers la crise, l'épreuve comme voie de transfiguration, la descente dans l'ombre comme condition pour une élévation véritable. Et si le titre de la conférence de ce soir est la fusion créatrice, c'est parce que l'unité résultant d'une fusion des polarités âme-personnalité est créatrice de champs d'inclusion toujours plus grands. Mais évidemment, cette unité intérieure ne se révèle pas comme ça, une fois pour toutes. Elle se construit pas à pas, à travers des étapes successives, où l'énergie du rayon 4 agit constamment en filigrane. À chaque seuil franchi, il suggère qu'une harmonie est possible, mais rarement immédiate, ni définitive. En fait, il en laisse juste entrevoir le pressentiment plutôt que l'accomplissement. Pourtant, au début, cette harmonie demeure difficile à saisir, se manifestant davantage comme une sensation d'incomplétude ou d'insatisfaction, comme si ce qui était vécu n'était jamais tout à fait juste. L'impression que non, c'est pas ça, revient sans cesse, sans qu'on puisse d'ailleurs clairement définir ce que serait cet état recherché. Cette quête incessante, nourrie par un sentiment de manque, empêche toute forme de compromis facile, perçu comme trop restreint, trop superficiel. Et elle pousse inlassablement à chercher, à remettre en question, en refusant l'immobilisme et les demi-mesures. Alors à ce stade, l'énergie de Mars se mêle à celle du rayon 4. Et ensemble, ils mènent cette quête comme un combat intérieur, parfois féroce, toujours animé par une détermination puissante. Toutefois, évidemment, la nature de ce conflit varie profondément
encore une fois selon le niveau de conscience de celui qui l'éprouve. Dans les premiers temps, l'influence de Marx se manifeste par un affrontement tourné vers l'extérieur, lutte contre les autres, lutte contre l'ordre établi, contre tout ce qui semble faire obstacle à la volonté personnelle. Mais à mesure que la conscience mûrit, ce conflit change de nature. Le champ de bataille se déplace vers l'intérieur. Marx cesse d'être le soldat en guerre contre le monde pour devenir ce qu'on appelle le guerrier pacifique, celui qui maîtrise ses impulsions, celui qui transcende ses désirs, et met sa force au service d'un dessein plus vaste que lui. La lutte cède alors la place à une forme d'alignement intérieur où le combat se livre pour le service. Alors, approfondissons maintenant ces différentes phases. En conscience individuelle, tout d'abord. L'énergie scorpion s'exprime instinctivement à travers un combat pour posséder tout ce que laissent entrevoir les désirs nourris par l'énergie taureau. L'individu confronté à ce qu'il n'a pas se bat pour obtenir plus. Plus de biens, plus de confort, plus de pouvoir, plus d'influence sur les autres. Et ce combat se teinte souvent de révolte ou d'agressivité, parce que le monde est perçu comme injuste ou hostile. L'individu dès lors ressent de l'envie, de la jalousie, voire de l'aigreur face à ce que d'autres possèdent. Et cette quête égoïste et matérialiste incarne l'expression la plus primitive de l'idéal personnel, centré sur la satisfaction des désirs matériels et la revendication. Mais au fil du temps, à mesure que la personnalité évolue et s'ouvre aux autres, elle devient plus réceptive à des idéaux collectifs. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer sa propre condition, mais de transformer les autres, de transformer la société, voire le monde. Parce qu'il semble évident que si le monde va mal, mais c'est tout simplement parce que les autres dysfonctionnent et font obstacle à un mieux vivre ensemble. L'individu part alors en croisade contre ceux qui ne partagent pas ses façons de faire, ses croyances ou ses idées. Il se sent intérieurement poussé à changer le monde et commence généralement par s'employer à changer ses proches, à changer sa famille, ses amis, ses collègues, son cercle social. Et cette quête de mieux peut facilement engendrer des conflits. Et il n'est pas rare qu'il soit rejeté lorsqu'il tente d'imposer aux autres ce qu'il considère comme des changements nécessaires pour pouvoir vivre des relations justes et équilibrées. Ce qui renforce alors en lui un sentiment d'injustice. Et puis, toujours mû par la force martienne, cette quête finit par dépasser le cercle des proches pour investir la société. L'individu commence alors à militer pour des idéaux sociaux, nationaux ou internationaux. Car là encore, si la planète va mal, si l'économie va mal, si la politique va mal, c'est forcément la faute des autres. Et malheureusement, ils n'en sont pas conscients. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et dans la longue liste de ce qui ne va pas, il y a largement de quoi se battre. Il est donc urgent que les autres prennent enfin conscience de l'urgence du changement nécessaire. Alors l'énergie de Marx attise cette dynamique de combat au service d'idéaux personnels, même si ceux-ci poursuivent un objectif collectif. Parce que c'est toujours l'idéal personnel qui sert de boussole à ce qui est jugé bon pour l'ensemble. Dès lors, les épreuves auxquelles se confrontent les énergies scorpions pour avancer sur le chemin de l'évolution ne sont pas faciles. Conçues pour aider chacun à progresser, elles prennent des formes souvent douloureuses. Il y a d'abord le rejet des autres, qui peinent à accepter des ingérences fréquentes dans leur existence. Il y a aussi les désillusions qui surviennent quand l'individu réalise que plus il combat une situation, plus il la renforce. Cette prise de conscience confronte aussi à la vanité des efforts menés pour changer le monde extérieur.
Et ces épreuves peuvent mener à un découragement profond, parce que la sensation de ne pas être compris, de ne pas être aimé, l'impression de se perdre dans un monde perçu comme injuste et ingrat, incapable de reconnaître la valeur de l'idéal soutenu, envahit tout le champ relationnel de l'individu. Et ces périodes peuvent alors se traduire par de longues phases de dévalorisation de soi, du moins temporairement. Alors, après avoir réalisé que les actions menées vers l'extérieur, même avec sincérité, n'ont pas apporté les résultats escomptés, une bascule intérieure se produit. L'individu, jusque-là centré sur ses propres besoins, sur ses propres désirs, commence à se décentrer et à envisager le monde sous un angle plus large. Le regard se fait plus introspectif et de nouvelles confrontations apparaissent. Son égoïsme naturel se heurte à l'appel croissant d'une conscience plus collective, plus altruiste. Le conflit intérieur devient alors de plus en plus difficile à ignorer. Et l'individu commence à percevoir douloureusement l'écart entre ses aspirations et ses actions. Avec l'avancée en âge de conscience, cette prise de conscience se renforce. Il comprend que le changement qu'il souhaite voir dans le monde commence avant tout par lui-même. Il réalise que ce n'est plus à une lutte contre des injustices extérieures, mais à une quête de transformation intérieure à laquelle il doit s'atteler. Parce que enfin, il perçoit sa part de responsabilité dans les dysfonctionnements du monde. Il voit que la véritable transformation passe par la révision de ses propres pensées, de ses propres croyances et de tous les comportements qui en découlent. Et c'est alors qu'en comprenant le lien qui existe entre ses propres états et l'état du monde, que les actualités ne lui apparaissent plus comme un flot d'événements extérieurs, mais comme un miroir reflétant ses propres dualités, qu'il lui faut maintenant traiter. Mais tout en étant conscient de ce qu'exige la conscience de groupe, conscient de la nécessaire innocuité pour concourir à la paix, il continue pourtant à réagir aux événements du monde, en critiquant tel dirigeant, tel peuple ou telle situation. Encore une fois, comme si la cause du mal restait encore extérieure à lui, comme si des instincts puissants le ramenaient toujours à ses attitudes. Mais les épreuves du Scorpion confrontent à une vérité têtue. Nos attitudes quotidiennes, nos pensées, nos comportements, à petite échelle, sont de même nature que les grands problèmes sociétaux ou mondiaux. Cette prise de conscience exige une introspection sincère, nous poussant à identifier avec honnêteté les mobiles de nos actions et de nos pensées. Et à cet égard, le mythe d'Hercule affrontant l'hydre de Lerne illustre parfaitement le processus d'introspection et de transformation indispensable à cette mutation. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce mythe, en voici un bref résumé. Hercule se voit confier la mission de vaincre une hydre géante, une redoutable créature à 9 têtes qui terrorise l'ensemble des habitants de la région. Elle a élu domicile dans le marais de Lerne, un lieu enveloppé d'un brouillard si dense qu'il empêche toute lumière d'y pénétrer. Hercule se rend sur place, finit par trouver l'hydre tapie immobile dans une grotte. Alors il lui faut tirer des flèches enflammées pour qu'elle sorte et pour qu'il puisse engager le combat. Et c'est alors qu'il entreprend de couper une à une les têtes de l'hydre. Mais comme il s'aperçoit rapidement que chaque tête coupée repousse en double, il réalise que là n'est pas la solution. Et c'est alors qu'il se souvient des paroles de son instructeur au moment où il lui avait confié cette mission. Je ne peux te donner qu'un conseil. Nous nous élevons en nous agenouillant. Nous conquérons en nous rendant. Nous gagnons en cédant. Alors subitement, on a un éclair d'intuition, il comprend le sens de cette phrase. Il s'agenouille devant l'hydre, la saisit par les pattes et l'élève haut dans les airs. Alors les têtes du monstre percent alors la couche de brume
et émergent au soleil pour la première fois. Et ainsi exposées, les têtes se dessèchent et l'hydre meurt. Le mythe de l'hydre de Lerne est une métaphore puissante du processus de transformation. Il illustre la lutte intérieure et les résistances que nous rencontrons tout au long de notre évolution. Chaque difficulté, chaque travers que nous croyons avoir surmonté fait surgir de nouveaux défauts et de nouveaux défis. L'hydre est donc un miroir de problèmes récurrents qui, lorsqu'on tente de les résoudre uniquement dans l'apparence, ne font que se multiplier. Alors que nous enseigne ce mythe? D'abord, contrairement à ce que laisse croire une lecture superficielle de ce récit, Hercule ne combat pas un monstre à l'extérieur de lui. En effet, dans un mythe, tous les personnages représentent des aspects différents, en l'occurrence des aspects différents d'Hercule. Et donc, par analogie, ça représente des facettes de nous-mêmes. L'hydre est ainsi que la synthèse de nos propres défauts, identifiés ou non. En effet, notre inconscient est empli de mémoires accumulées au cours de milliers de vies. Véritable marais dans lequel plongent les racines des défauts que nous vivons actuellement. Et c'est ce qui nous empêche de voir le soleil, l'âme. Alors ce soir, explorons ensemble 3 enseignements clés que ce mythe nous offre. Le premier enseignement réside dans le fait qu'Hercule doit utiliser des flèches enflammées pour faire sortir l'hydre de sa caverne. Ce geste symbolise la volonté de voir clair et la volonté de transformation nécessaire. Et ce n'est qu'en nourrissant cette volonté de transformation représentée par les flèches enflammées que nos défauts cachés peuvent émerger. Tant que nous ne cherchons pas activement à changer, nos travers demeurent tapis dans l'ombre et nous nous en accommodons fort bien. Pas de problème. En d'autres termes, pour que le travail intérieur commence, il est nécessaire de reconnaître nos aspects inférieurs, même si l'image qu'ils donnent est effrayante et que nous préférerions les ignorer. C'est cette prise de conscience qui marque le début du processus de transmutation et par conséquent le premier pas vers l'illumination. Le deuxième enseignement concerne les 9 têtes de l'hydre qui représentent chacune une facette différente de notre être avec ses défauts. Avant de pouvoir les éliminer, il est essentiel de comprendre ce que chaque tête incarne en nous, mais aussi par extension, comment elles nourrissent les difficultés du monde, bien relier les deux. Et la simple énumération de ces défauts ne suffit pas à amorcer leur transformation, parce que ces aspects sont tellement familiers qu'ils finissent par définir notre identité à laquelle nous sommes bien habitués. Et c'est pourquoi il est crucial d'approfondir la compréhension de leurs diverses expressions et de leurs incidences, afin de pouvoir s'y confronter de manière plus consciente et plus éclairée. Le troisième enseignement nous invite à examiner nos défauts à la lumière de l'âme. Parce que couper les têtes une à une, tenter de venir à bout de nos défauts en les combattant, ne fait qu'aggraver la situation. Par conséquent, le troisième enseignement nous invite à amener les têtes de l'hydre pour les exposer au soleil. Nous y reviendrons. Alors pour commencer, que représentent les 9 têtes de l'hydre? Ces 9 têtes symbolisent 3 types de travers fondamentaux, chacun enraciné dans un aspect distinct de notre nature humaine. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Sur le plan physique, ces têtes traitent de notre rapport au sexe, au bien-être physique et à l'argent. Sur le plan émotionnel, elles prennent la forme de la peur, de la haine et de l'ambition. Et enfin, au niveau mental, elles s'expriment à travers l'orgueil, la séparativité et la cruauté mentale. Commençons par explorer en détail les têtes qui se manifestent sur le plan émotionnel. Parce qu'à notre niveau de conscience, c'est le corps émotionnel qui influence le plus la personnalité.
Les émotions, en effet, façonnent notre manière de penser, teintent nos perceptions et orientent nos choix. Elles conditionnent le mental concret, qui devient alors un simple outil de raisonnement et d'analyse au service du moi, et finissent par s'afficher sur le corps physique, marquant nos comportements de leur empreinte. C'est pourquoi il est essentiel d'identifier la peur, la haine et l'ambition et leur façon de se cacher, pour empêcher la lumière de l'âme de se frayer un chemin. Commençons par les peurs. Si certaines sont bien connues et facilement identifiables, comme la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de manquer, d'autres se dissimulent beaucoup plus discrètement dans les replis de notre psyché. Parce que nous les habillons de mots acceptables, parfois même valorisés. La peur de l'avenir devient prudence. La peur des autres se transforme en simple réserve. La peur du changement se déguise en mesure. Ainsi, sous des termes comme précaution, méfiance ou réalisme, elles deviennent presque respectables et passent totalement inaperçues. Pourtant, sans que nous en ayons toujours conscience, ces peurs conditionnent en profondeur nos comportements, nos réactions, nos décisions. Elles sont parfois si puissantes qu'elles finissent par structurer toute notre vie. Elles influencent nos choix professionnels, nos relations affectives, nos manières d'éduquer, nos visions du monde, tout y passe. Il n'est donc guère surprenant de constater leur présence à grande échelle dans les dynamiques sociales, comme dans les relations entre les peuples. La peur de la différence, qu'elle soit culturelle, religieuse, idéologique ou identitaire, alimente la méfiance, la séparation et enfin le conflit. Et ce qui opère dans l'individu s'amplifie dans le collectif. Ainsi, tant qu'elles ne sont pas reconnues, mises en lumière et dépassées, les peurs restent un obstacle majeur à l'émergence d'une conscience plus vaste, capable d'unir au lieu de diviser. Et c'est pourquoi il est essentiel de réaliser que nous avons une part de responsabilité dans les conflits du monde. Parce que nous participons bien souvent, sans le vouloir, à nourrir le climat collectif de peur et de méfiance. Chaque pensée, chaque émotion non reconnue contribue à l'atmosphère globale. Il en va de même naturellement pour la seconde tête émotionnelle de l'hydre, la haine. Ah, la haine. Nous avons tendance à la voir comme une force brutale, explosive, extrême, quelque chose d'évident, de spectaculaire, présente d'ailleurs presque toujours chez les autres, et pas chez soi. Mais cette vision basique nous empêche de la reconnaître dans ses formes beaucoup plus subtiles, bien plus courantes, et encore une fois parfois même respectables en apparence. Elle peut ainsi prospérer en silence, dissimulée dans les recoins obscurs de la grotte de notre conscience. La haine du quotidien, celle qu'il faut apprendre à débusquer, elle se manifeste essentiellement par des attitudes de rejet, simplement. Rejet de l'autre, des autres. Rejet d'une situation, rejet d'une idée, d'une différence. Et elle peut ainsi se cacher derrière l'indifférence, le sarcasme, la froideur, ou le simple fait de se détourner de ce qui nous dérange. Si l'amour est une force d'attraction, la haine est une force de rejet. Elle agit comme un champ magnétique répulsif, une carapace émotionnelle que le moi érige pour se protéger de ce qui pourrait le blesser ou le fragiliser. Mais sous ce rejet se dissimule encore une fois souvent une peur inavouée. Et dès que cette peur se dissout, on peut voir que la haine se désagrège d'elle-même. Et ces effets sont perceptibles aussi bien dans les événements personnels que dans les grands conflits du monde. Il ne suffit donc pas d'observer la haine, mais de reconnaître et de désamorcer tous les rejets que nous entretenons individuellement et collectivement.
Alors achevons l'exploration des têtes émotionnelles avec la redoutable force qu'est l'ambition. Cachée dans l'ombre de la grotte, elle se déguise souvent, là aussi, en vertu valorisée, perçue comme une preuve de dynamisme, d'engagement, de vision. L'étymologie latine d'ambition signifie « démarche pour se faire élire », faire la tournée des électeurs. L'ambition évoque donc bien une quête personnelle de reconnaissance, une stratégie pour se faire élire, se distinguer et devenir l'élu. Dans une perspective de développement personnel, ça semble tout à fait souhaitable, pas de problème. Mais du point de vue de la conscience de groupe, cette logique de mise en avant individuelle est fondamentalement séparatiste. L'ambition, c'est un puissant désir d'arriver au sommet, quel qu'il soit, en excluant les autres, voire parfois en les utilisant ou en les piétinant. Et que ce sommet soit très modeste ou mondial, qu'il soit matériel ou spirituel, le moteur reste le même. La satisfaction d'un plan personnel ne se réalise qu'au détriment de la réussite de tous. Même sous couvert d'idéal collectif, l'ambition reste profondément égocentrée. Et elle est difficile à démasquer, car même quand on croit y avoir renoncé, avec l'âge ou avec l'expérience, elle vient se loger, mine de rien, dans notre besoin de reconnaissance, auquel on échappe peu. En effet, vouloir être reconnu par nos proches, par nos pairs ou par la société, revient à vouloir être choisi, distingué. Le désir d'être reconnu agit comme un carburant inépuisable. Il repousse sans cesse les limites. Il fixe de nouveaux objectifs et nourrit l'ambition de plaire, de se démarquer, de briller. Ainsi, sous ses multiples formes, l'ambition, c'est vraiment un pilier de la conscience individuelle et l'un des fondements de notre culture moderne. À notre niveau, la seule manière d'en réduire l'impact, c'est de s'engager sur le chemin de l'impersonnalité, de chercher à reconnaître l'âme, d'en rayonner les qualités pour que nos actions ne cherchent plus à valoriser le moi, mais à servir le tout, sans se raconter d'histoire. Alors, comme nous pouvons le constater, les trois têtes émotionnelles que sont la peur, la haine et l'ambition imprègnent puissamment la vie humaine, tant à l'échelle individuelle que collective. Elles forment un socle émotionnel, dense, persistant et souvent inconscient, qui conditionne en profondeur notre manière d'être au monde. Et à ce trio viennent maintenant s'ajouter les trois têtes mentales de l'hydre: l'orgueil, la séparativité et la cruauté mentale. Mais avant d'entrer dans leur exploration, une précision s'impose. Le mental ne fonctionne pas de manière isolée, comme vous le savez. Il agit comme une interface. Il capte et il interprète les vibrations émanant soit des plans inférieurs, en particulier le plan émotionnel, soit des niveaux supérieurs de conscience, notamment celui de l'âme. Et il peut ainsi être l'outil de moi, l'outil du moi, comme le serviteur de l'âme, selon le niveau de polarisation atteint. Lorsqu'on aborde les trois têtes mentales, il est crucial de comprendre qu'elles émergent lorsque le mental concret, la partie inférieure du mental, demeure sous l'emprise des émotions et de l'affectif. Dans cette configuration, le mental ne libère pas, il justifie. Il ne transcende pas, il rationalise. Le pouvoir de l'intellect vient alors habiller les pulsions émotionnelles de raisonnement, de justification, de stratégie mentale, créant une nouvelle couche de complexité encore plus enfermante. Et c'est ainsi que l'ambition émotionnelle devient orgueil intellectuel, et que la haine se mue en séparativité mentale.
Et l'un comme l'autre nourrissent et entretiennent la cruauté mentale. Voyons cela en détail en commençant par la première, l'orgueil. Alors l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est le besoin de se sentir au-dessus pour ne pas se sentir en dessous. L'orgueil naît d'une justification intellectuelle de l'ambition. Être l'élu n'est alors plus un désir impérieux d'être plus, mais une conviction rationnellement établie. Si on est reconnu, si on est mis en avant, si on est sollicité, mais c'est parce qu'on pense qu'on mérite cette place. Tout simplement parce qu'on sait mieux faire que les autres, ou que dans notre domaine, c'est évident qu'on est le meilleur. L'orgueil installe un regard de supériorité, souvent discret au départ, mais qui finit par colorer tous nos jugements. Les autres sont dès lors moins que soi, parfois même moins que rien. Et à ce titre, ils ne valent pas la peine d'être écoutés, ni même la peine d'être considérés. Ils deviennent alors de simples accessoires, des pas grand-chose dans notre théâtre personnel. Ils deviennent des outils qu'on utilise consciemment ou non au service de nos propres plans. Et de là naît le mépris, qui inconsciemment ou ouvertement pervertit en profondeur les relations humaines. Il en est de même pour la seconde tête mentale, la séparativité, qui, elle, s'appuie sur les facultés du mental concret, qui discerne, juge, classe, hiérarchise. Mais naturellement, coupé de la dimension unitaire de l'âme, ce mental justifie les divisions. Il justifie les clivages, les discriminations, les barrières idéologiques ou religieuses, les inégalités sociales, et entretient ainsi toutes sortes de fractures. Comme nous le disions tout à l'heure, à la racine de ce mécanisme, on retrouve la haine. Cette force de rejet, mais qui ici ne se manifeste plus sous une forme brute ou émotionnelle, mais s'intellectualise, se raffine, jusqu'à produire de véritables idéologies d'exclusion. Ce ne sont plus de simples réactions de protection, mais des élaborations mentales, sophistiquées, qui prétendent s'appuyer sur une logique objective ou sur des faits concrets. En réalité, il ne s'agit souvent que de rationalisation, construite pour légitimer des peurs profondes, inconscientes, non traitées, encore une fois. La séparativité est un poison silencieux. Elle agit contre toute tentative d'unité, de fraternité, de juste relation entre les êtres. Elle entretient l'illusion de la division. Elle érige des murs là où l'âme cherche des ponts et justifie tous les « moi d'abord », si chers au monde de la conscience individuelle. Quant à la troisième tête, la cruauté mentale, elle aussi, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, elle va se loger dans des endroits où on ne l'attend pas. Et c'est ainsi qu'elle est la tête la plus dérangeante des trois. Mais elle ne se dissimule pas toujours dans l'inconscient. Il peut apparaître en pleine lumière. La cruauté mentale, c'est la capacité de voir clairement nos fonctionnements égoïstes, d'en comprendre les conséquences sur les autres, d'en comprendre les conséquences sur la société, sur la planète, et de ne rien faire pour changer. Pire encore, d'en tirer une certaine forme de satisfaction de soi. La cruauté mentale, c'est l'affirmation délibérée de la personnalité, consciente d'agir à contre-courant de l'amour, mais quand même décidée à poursuivre, que ce soit au nom d'un pouvoir, d'une stratégie ou d'un objectif personnel. Cette tête se manifeste chaque fois que nous justifions notre orgueil, que nous cultivons avec complaisance notre capacité à tirer profit d'une situation, à réussir, ou à faire simplement de bonnes affaires. Parce que ne l'oublions pas, les bonnes affaires se font toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Elle est aussi à la fête lorsque nous savons pertinemment
que ce que nous faisons n'est pas accordé à nos valeurs profondes. Et que malgré cela, malgré cette lucidité, nous ne bougeons pas, nous ne nous mobilisons pas pour changer. Et c'est ce refus de transformation, en pleine connaissance de cause, qui constitue le cœur de la cruauté mentale. Parce qu'alors, nous savons que nous desservons l'ensemble, et pourtant, nous le faisons quand même, sciemment, et parfois même avec une certaine fierté. Ainsi, asseoir son pouvoir au détriment des autres, le savoir et ne rien changer, c'est ça, la cruauté mentale. Alors aujourd'hui, comme nous pouvons le voir, le mental concret est largement développé. Et les trois têtes mentales que sont l'orgueil, la séparativité et la cruauté influencent profondément le fonctionnement des sociétés. Elles façonnent les systèmes de pensée, elles dictent les choix collectifs et gouvernent bien souvent les affaires du monde. Reconnaître en nous leurs traces, aussi fines soient-elles, et s'engager à les désamorcer constitue une contribution précieuse à l'établissement de relations plus justes, plus vraies et plus fraternelles. Mais ces déséquilibres enracinés dans l'émotionnel, puis amplifiés et organisés par le mental, ne s'arrêtent pas là. Et leurs conséquences prennent forme de manière concrète et tangible en finissant par s'exprimer sur le plan physique. Et ces manifestations sont multiples, mais se cristallisent principalement autour de trois grands domaines. Le rapport au sexe, le rapport au bien-être physique et le rapport à l'argent. Voyons maintenant comment ces trois problématiques incarnent dans le corps et la vie quotidienne les désordres en provenance des deux autres plans, émotionnel et mental. Commençons avec le problème du sexe, qui naturellement ne se limite pas aux relations sexuelles. Il englobe plus largement toutes les dynamiques de pouvoir et dynamiques de déséquilibre qui affectent les relations entre polarités complémentaires, en particulier entre le masculin et le féminin, mais aussi entre adultes et enfants, entre dominants et dominés, entre pays du Nord et pays du Sud, etc. Longtemps resté dans l'ombre, ce problème commence à être exposé au grand jour. Aujourd'hui, des pratiques autrefois tolérées, voire invisibles, comme le viol, qu'il soit conjugal ou pas, comme l'inceste, la pédophilie ou l'exploitation des plus vulnérables, sont reconnues, dénoncées et traitées même dans un cadre juridique, du moins dans certaines régions du monde. Et cela marque un tournant dans la conscience collective qui porte la notion de respect au cœur des relations. Et pourtant, si cette tête semble avoir quitté sa grotte, elle n'a pas disparu pour autant. Et les rapports de domination, qu'ils soient économiques, sociaux, sexuels ou symboliques, persistent. Derrière certaines formes de normalité se dissimulent encore des logiques d'exploitation, de soumission ou de violence manifeste ou larvée. L'esclavage moderne, l'objectivation du corps, les inégalités systémiques sont les signes que cette tête de l'hydre possède encore une réelle vigueur. Et ce n'est qu'à travers un véritable changement intérieur que cette tête pourra être dévitalisée durablement. Et cela implique d'examiner en soi les mécanismes par lesquels nous cherchons, consciemment ou non, à dominer, à contrôler ou à tirer profit des autres pour satisfaire nos désirs. Donc, chacun peut s'interroger avec lucidité sur ses propres façons de relationner afin de débusquer les traces d'irrespect, de recherche de pouvoir, d'attente cachée ou d'égoïsme qui se glissent parfois dans nos liens aux autres. Parce que c'est dans ces replis du quotidien que se joue encore et encore le pouvoir de cette tête. À présent, venons-en au problème du bien-être physique. Alors, dans un monde où tant d'êtres humains manquent du nécessaire, il peut sembler assez paradoxal de présenter le bien-être physique comme un problème.
Mais ce n'est pas le bien-être en soi qui pose difficulté, non. C'est la quête insatiable de confort, de sécurité, de douceur de vivre, souvent poursuivie au détriment des autres et de la planète. Le problème commence là où le confort devient pour certains une telle exigence que le toujours plus s'impose comme une norme, au détriment de ceux qui vivent avec toujours moins. Et cette obsession d'un mieux-être personnel est naturellement le reflet d'un égoïsme collectif, aveugle aux limites de la Terre et sourd aux besoins du plus grand nombre. Ce bien-être, moteur de la croissance matérielle de la surconsommation, engendre, comme vous le savez, une surexploitation des ressources, une pollution massive, des déséquilibres climatiques majeurs, une fracture sociale. Et ces effets ne sont pas des fatalités, ils sont des manifestations visibles des têtes émotionnelles et mentales de nos hydres intérieurs. Et c'est pourquoi la solution ne peut être purement comportementale. Recycler sans conscience, réduire ses désirs sans questionner ne suffit pas. C'est dans l'attitude mentale et émotionnelle face au confort que se situe l'enjeu. Tant que nous considérons comme légitime de chercher mieux pour soi, sans penser à l'ensemble, cette tête continue d'agir tranquillement. C'est donc dans notre relation intime au confort, dans le regard que nous portons sur ce que nous jugeons normal, acquis ou mérité, que cette tête puise sa force. La désamorcer, c'est choisir la simplicité, non comme privation, mais comme une tentative d'accord avec l'ensemble. C'est cesser de confondre bien-être et privilège, et renouer avec une qualité de vie fondée sur le respect du vivant, et non sur sa consommation. Enfin, la troisième tête, intimement liée à celle du bien-être, concerne notre rapport à l'argent. L'argent est avant tout une énergie destinée à circuler pour nourrir les échanges et soutenir l'évolution collective. Mais lorsqu'il reste aux mains d'une minorité, il cesse d'être un vecteur de croissance partagée pour devenir un outil d'exclusion. Ce déséquilibre prive alors des millions d'êtres humains d'un accès équitable à l'éducation, à la santé, à la culture, ou à un simple espace d'accomplissement personnel. Comment voulez-vous évoluer quand toute l'énergie disponible est absorbée par les nécessités de survie? Mais le déséquilibre ne réside pas uniquement dans la répartition de l'argent. Il se loge aussi et peut-être surtout dans l'usage que nous faisons de cette énergie. À quoi sert notre argent? À soutenir quel circuit, quel modèle, quel système de valeurs? Car chaque dépense, chaque investissement, chaque acte d'achat est un choix, un vote, une manière de soutenir un monde inégalitaire ou d'en faire émerger un autre. Dans un univers fondé sur l'interdépendance, vouloir toujours plus pour soi revient à retirer ce plus à un autre. Toute forme de profit égoïste, même discret, renforce l'injustice et creuse les inégalités. A l'inverse, mettre son argent au service du vivant, au service d'un projet solidaire, d'une économie respectueuse de l'humain et de la terre, c'est œuvrer à dévitaliser cette tête. Lorsque nous utilisons l'argent pour nourrir notre ambition personnelle, maintenir un statut ou accroître notre confort au détriment de l'environnement ou de la justice sociale, nous renforçons cette tête. C'est la façon dont nous l'employons, agit comme un révélateur de notre orientation intérieure. Sert-il le bien commun ou entretient-il l'intérêt personnel? Nous sommes donc invités en permanence à faire un choix conscient. À chaque transaction, à chaque dépense, à chaque placement, nous avons le pouvoir soit d'alimenter des structures égoïstes, soit de contribuer à une dynamique plus juste, plus solidaire et plus consciente. Alors comme nous pouvons le constater, il ne se passe pas une journée
sans que d'une manière ou d'une autre nous soyons confrontés intérieurement à l'une ou plusieurs de ces 9 têtes. Elles s'immiscent dans nos habitudes, influencent nos désirs, orientent nos choix, même les plus anodins. Et c'est précisément là que réside notre véritable champ d'action. Car aucune transformation durable du monde ne pourra advenir sans un engagement intérieur pour observer, pour comprendre et désamorcer en soi toutes ces forces à l'œuvre. Les 9 têtes de l'hydre, symboles de nos forces intérieures destructrices, nous invitent donc à une profonde réflexion. Elles nous montrent le travail que chacun de nous doit entreprendre pour avancer sur le chemin de transformation. Comme nous l'avons vu, l'épreuve d'Hercule dans le signe du Scorpion nous transmet 3 leçons. Résumons rapidement les 2 premières pour introduire la 3e. La première donc insiste sur l'importance de tirer des flèches enflammées, c'est-à-dire d'oser regarder en nous-mêmes avec courage et lucidité. Car sans cette volonté de voir clair, nos ondes d'ombre restent tapies dans l'inconscient et échappent à toute transformation. Rien ne commence sans ce premier pas. La deuxième leçon réside dans la nécessité de comprendre les racines et les manifestations de nos défauts une fois qu'ils sont identifiés. C'est là que l'énergie Scorpion nous pousse à descendre dans nos profondeurs pour en prendre toute la mesure. Alors, en balance, nous étions invités à vivre en tant qu'âme sur le plan mental. Mais ce choix reste théorique tant qu'il n'est pas confronté aux épreuves des 3 plans de la manifestation. Et le Scorpion vient tester cet engagement en nous invitant à explorer nos profondeurs pour révéler ce qui en nous résiste encore au changement. Nous portons tous des mémoires anciennes, personnelles, familiales, collectives, qui influencent nos réactions, nos jugements, nos choix. Ces mémoires sont bien souvent ignorées. Nous en ignorons l'existence et elles agissent comme des cuirasses invisibles qui freinent l'expression libre de l'âme. Alors y plonger, ça n'est pas un luxe réservé à quelques initiés. C'est une urgence intérieure pour quiconque sent que les vieux mécanismes empêchent d'aimer, de créer et d'avancer. Loin de nous protéger, ces cuirasses sont devenues en réalité les remparts qui isolent des autres et de l'amour qui cherche à poindre. Mais ce chemin de libération nécessite un certain courage. Non pas celui qui pousse au combat, mais celui qui ouvre à l'écoute et à la reconnaissance de soi. Il ne s'agit pas d'éradiquer nos zones d'ombre en coupant des têtes, mais de les reconnaître, sans jugement ni drame, et de les approcher comme des fragments oubliés de nous-mêmes, en attente d'être traités. Et c'est ainsi que commence la véritable métamorphose. Dans cette reconnaissance patiente et sans violence, où la lumière vient dissiper ce qui semblait trop menaçant auparavant pour être vu. Et c'est ce qui nous amène au 3e enseignement du mythe qui propose cette métamorphose. Ce processus peut être ardu, parce qu'il demande de dépasser l'importance personnelle. Cette force tenace qui pousse à se protéger, à se justifier, à rester centré sur soi-même. Comme l'a dit Einstein, aucun problème ne peut être résolu par l'état de conscience qui l'a créé. C'est pourquoi, pour triompher de l'hydre, Hercule fait appel au soleil, symbole du mental éclairé par la lumière de l'âme. Ainsi, une fois que nous sommes confrontés à chaque tête, et que nous les avons bien comprises, ce n'est pas en adoptant des comportements contraires à ces défauts que nous pouvons en venir à bout. Parce qu'ils sont sur le même état de conscience personnel que les défauts qu'ils sont censés corriger. Il nous est donc demandé de trouver l'antidote du moi en développant une autre approche, en changeant de plan, en passant d'un fonctionnement centré sur soi à une conscience tournée vers l'ensemble. Et pour cela, nous devons cultiver les états de conscience du cœur, qui nous invitent tout d'abord à ouvrir notre sensibilité à la vie de l'ensemble, à la solidarité systémique entre tous les êtres.
Et puis, à désolidariser le mental de l'émotionnel pour l'aligner plus régulièrement sur l'âme, afin de penser plus globalement. Et ces deux mouvements de conscience permettent d'utiliser le mental éclairé par la lumière de l'âme pour dévitaliser les têtes progressivement de notre hydre intérieur. Et c'est ainsi que s'amorce une véritable transformation. Non en luttant pied à pied avec nos défauts, mais en s'éveillant à une conscience plus lumineuse et universelle. Alors, comment se déclenchent ces épreuves? Est-ce que c'est la personnalité qui décrète le bon moment? Est-ce que c'est la personnalité qui choisit le défaut à dévitaliser, le défaut auquel il faut s'attaquer? Et puis, comment savoir si nous sommes prêts à affronter ce qui se présente? Qui en nous décide? Bonne question. En réalité, c'est lorsque nous faisons l'effort sincère de vivre davantage dans l'énergie de l'âme que l'épreuve surgit. Et elle surgit toujours en lien avec la qualité que nous tentons d'incarner. Autrement dit, aucune épreuve ne se présente si nous ne sommes pas en mesure de la traverser. Si elle se manifeste, c'est que consciemment ou non, nous disposons déjà des ressources nécessaires pour la transformer. Mais cela peut néanmoins être déroutant, parfois même décourageant. Parce que plus nous cherchons à vivre en cohérence avec l'âme, plus nous développons la capacité de reconnaître nos défauts, et plus nous avons à les transmuter. Et ça semble ne jamais finir. Parfois même on a l'impression de revenir sans cesse sur les mêmes difficultés, comme si les efforts accomplis restaient vains, comme si rien ne changeait en profondeur. Oui, parce qu'on aurait pu croire qu'en cultivant les qualités essentielles, la dualité finirait par se dissoudre. Et pourtant, elle revient sous des formes plus subtiles, exigeant de la personnalité des renoncements toujours plus grands. Et oui, en vérité, à notre niveau, s'attendre à une vie sans dualité est une illusion. C'est encore une forme d'attachement à une représentation qui nous convient. Espérer que la dualité disparaisse à mesure de notre progression, c'est cultiver un certain ego spirituel. La paix véritable ne vient pas de l'effacement de la dualité, mais de son acceptation consciente et lucide. Et c'est ça qui ouvre la voie à la liberté intérieure. Et c'est alors qu'il est essentiel de comprendre que cette métamorphose ne se fait pas uniquement pour soi. Cette métamorphose, elle représente notre modeste mais précieuse participation à la transformation collective. Ce que nous accomplissons en apparence pour nous-mêmes, nous le faisons pour l'ensemble. En tant que cellule de l'humanité, nous travaillons pour l'humanité. Et chaque pas franchi intérieurement par chacun y contribue. Et c'est précisément à cela que pousse la planète Mars à un niveau supérieur, en fournissant l'énergie qui permet de tenir fermement la tension de l'âme au cœur même des tensions de chaque jour. Il ne s'agit plus alors du soldat qui combat tout ce qui le gêne, comme Mars soutenant la personnalité, mais du guerrier pacifique, qui se positionne en tant qu'âme au sein du quotidien, quoi qu'il arrive. Voilà ce que proposent les énergies Scorpions. Un engagement fidèle à se mettre au service de l'âme pour sortir l'humanité de ses égoïsmes et permettre ainsi l'incarnation du plan d'amour. Alors voyons à présent comment nous engager concrètement dans ce chemin, à travers les 4 phases du travail mensuel. Lors de la période d'alignement associée au premier quartier, qui va du 26 octobre au 1er novembre, nous devons vraiment être conscients que durant l'automne, nous intégrons tout ce que nous avons travaillé intérieurement au cours de l'année. Cette dynamique d'intégration, entamée sous le signe de la Balance, continue d'agir en Scorpion et se poursuivra en Sagittaire. Elle nous pousse à réaffirmer notre volonté de servir et à renouveler notre engagement à créer des relations plus justes. Ce que nous avons touché consciemment ou inconsciemment
tant individuellement que collectivement, lors de la fête du Vésac, doit maintenant se concrétiser. Et bien que parfois une certaine lassitude puisse se faire sentir, il est essentiel de rester déterminé et de continuer à avancer avec courage, même au cœur des épreuves. Cette semaine d'alignement sur les énergies scorpions invite à devenir des guerriers de l'âme, capables de révéler les ombres que nous allons devoir transmuter. Alors ce ne sont pas nécessairement de nouvelles difficultés qui apparaissent, mais souvent ce sont les mêmes épreuves qui se présentent avec une plus grande acuité, parce qu'elles sont perçues avec une conscience plus lucide. En effet, la lumière ne supprime pas l'ombre, elle la révèle. Alors, du 2 au 8 novembre, nous entrons dans la période de la pleine lune. Les énergies qui afflueront lors de cette pleine lune sont celles du rayon 4 et du rayon 6 au service de l'amour. Pour accueillir ces énergies, il est particulièrement important de nous relier à l'âme de l'humanité, parce que c'est en tant qu'humanité une que nous accomplissons ce travail de transmutation, consciemment ou non. Et cette période nous rappelle que notre évolution personnelle n'a de sens que parce qu'elle s'inscrit dans le collectif. Chaque changement intérieur résonne à l'échelle mondiale. Et c'est ensemble que nous participons à la résolution des problèmes de l'humanité. La parole clé du Scorpion sur laquelle nous pouvons méditer est « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Et cette parole nous rappelle cet engagement. Puis du 9 au 15 novembre, nous entrerons dans la troisième phase, la distribution, la mise en œuvre. Et c'est souvent à cette période, et dans la semaine qui suit, que les tests et les mises à l'épreuve se manifestent avec force. Les résistances à incarner l'amour et à embrasser l'unité, tout comme celles qui refusent d'accueillir la lumière, se manifestent alors avec force. Cependant, il ne faut pas forcément s'attendre à de grandes épreuves ou à vivre des bouleversements spectaculaires. Non, non. Si nous attendons quelque chose d'extraordinaire, nous risquons de manquer les vrais défis, souvent bien plus discrets. Parce que plus nous nous connectons à la lumière de l'âme, et plus les tests deviennent subtils. Ils présentent, à travers nos réactions du quotidien, des comportements que nous ne remarquions même pas auparavant, mais qui d'un seul coup se révèlent être ces fameuses têtes de l'hydre qui sortent de leur cachette. Alors, soyons attentifs à ce qui émerge, parce que ce qui n'est pas reconnu ne peut pas être transformé. Ce n'est que lorsqu'une tête de l'hydre se révèle qu'elle nous offre l'occasion de l'affaiblir et de la dévitaliser. Ne laissons pas non plus les résistances de la personnalité nous décourager, en nous laissant croire que c'est trop difficile, ou que nous avons été trop présomptueux. Ces voix ne sont que celles des sirènes qui cherchent à nous détourner du chemin. Il est possible alors de se remémorer le conseil de l'instructeur d'Hercule. Nous nous élevons en nous agenouillant, nous conquérons en nous rendant, nous gagnons en cédant. Le guerrier sait que chaque épreuve est une opportunité de croissance. Et c'est pourquoi il persévère, sachant que chaque défi est une étape permettant d'incarner progressivement un peu plus d'unité sur Terre. Enfin, ce travail se poursuit naturellement du 16 au 23 novembre lors de la phase d'intégration. Lors de cette phase, ne tirons surtout pas de conclusions hâtives sur le succès ou sur l'échec de notre travail. Nous n'avons pas le recul suffisant pour percevoir les effets de nos efforts, et ceux-ci apparaîtront plus tard, et souvent sous une forme que nous ne soupçonnons pas. Et si nous traversons des périodes de doute, ou des moments où nous basculons du côté du combat, cherchons simplement à nous réaligner pour retrouver l'énergie du guerrier en nous. Parce que sur le chemin de l'âme, ce ne sont pas les résultats qui comptent, mais l'authenticité avec laquelle nous avançons. C'est un travail qui demande endurance et persévérance. Et ce chemin est quotidien, intime et concret. Il commence en soi, par soi, mais il rayonne bien au-delà. Chaque prise de conscience individuelle est en fait une pierre posée à l'édifice collectif.
Chaque effort sincère pour désactiver l'une des têtes de livre permet d'ancrer un peu plus d'amour dans le monde et de bâtir des relations plus justes. Et pour continuer notre travail de passeur de ces énergies supérieures, entrons maintenant ensemble en méditation.